Pedro Álvares Cabral quitte Lisbonne en mars 1500, c'est un navigateur portugais. Il veut entreprendre une deuxième expédition vers les Indes, après celle de Vasco de Gama, qui, 3 ans plus tôt, en 1497, avait pu découvrir la route des Indes. Mais Cabral est entraîné par des courants vers le sud-ouest et touche ainsi, le 22 avril 1500, les côtes de ce qui sera le Brésil. Ce pays est alors habité par quelques 5 millions d'Amérindiens. Les sources sont assez divergentes sur le chiffre. Ils appartiennent à différentes tribus, en majorité des Tupis. Ils parlent différentes langues, ils vivent de la pêche, de la cueillette, mais aussi de la culture du manioc et du tabac. Cabral baptise cette nouvelle terre Veracruz, la terre de la vraie croix. On l'appelle aussi la terre des perroquets. Et il en prend en possession au nom du Portugal, en se conformant ainsi au traité de Tordesillas, qui délimite depuis 1494 les zones d'influence respectives dans le monde entre l'Espagne à l'ouest et le Portugal à l'est. Au début, ce qui intéresse le Portugal, c'est le bois de braise, qui est utilisé pour la teinture et la construction navale. Le bois de braise, cela se dit pau-brasil, ce qui va donner son nom au pays, Brésil. Au départ, au Brésil, on ne trouve ni or, ni argent, à la différence de l'Eldorado espagnol, qui est plus à l'ouest en Amérique latine. Les Portugais vont donc exploiter le bois et introduire, dès 1530, la culture de la canne à sucre. En effet, là, ils peuvent croiser leur expérience acquise à Madère et à Sao Tomé pour la culture du sucre, leur savoir-faire dans le commerce des épices et leur savoir-faire dans l'utilisation des esclaves pour les travaux agricoles. En 300 ans, entre le début de la colonisation jusqu'à 1850, date officielle de l'abolition de la traite, plus de 3 millions d'esclaves africains sont importés, fournissant ainsi une main-d'œuvre gratuite qui va évidemment aider le Brésil à devenir, dès le XVIe siècle, le premier producteur de sucre au monde. Vous voyez, on a donc dans un premier temps le développement des plantations de sucre et la colonisation de la côte. De là partent des expéditions appelées bandeiras à la recherche de l'or et des diamants. C'est le point de départ de l'expansion du Brésil vers l'intérieur de son territoire, le début de l'esprit pionnier, mais c'est aussi le début du massacre des Indiens, réduits en esclavage ou exterminés. Au nord, début XVIIe, les Portugais vont contrôler l'embouchure du fleuve Amazone, et depuis Belém, ils vont pénétrer l'intérieur du continent en suivant le cours du fleuve. Manaus est fondée en 1769. Le contrôle des voies d'eau leur paraît en effet essentiel pour la maîtrise du territoire, afin de relier les différentes régions colonisées entre elles et les sortir de leur isolement. Au XVIIIe siècle, dans le centre du pays, commence la découverte des mines de Minas Gerais, du Goiás et du Mato Grosso. Le sucre, le tabac, le bois ne sont plus la seule activité des colons. Et puis au sud, c'est Sao Paulo qui sert à établir un autre front pionnier pour contrôler le Rio de la Plata et ses affluents. En fait, on assiste au fil des siècles à l'émergence de plusieurs régions, chacune moteur du développement économique du Brésil à un moment donné, chacune spécialisée sur un produit d'exportation. On a au XVIe et au XVIIe siècle le nord-est avec le sucre et les produits agricoles. Au XVIIIe, le centre-ouest avec l'exploitation minière de l'or et du diamant. Au XIXe siècle et début XXe, la région de Rio de Janeiro avec le café. Et puis l'Amazone avec le caoutchouc. L'Amérique est peuplée depuis des milliers d'années par les nations indiennes, dont on voit ici les grandes localisations sur le territoire. Cheyenne, Sioux, Pawnees, Choctaw, Cherokee, parmi d'autres. Arrivent sur la côte atlantique des commerçants de la Compagnie de Virginie en 1607, des pèlerins qui débarquent du navire Mayflower en 1620. Ces colons viennent d'Angleterre, ils fuient l'intolérance de l'Église anglicane, d'autres viennent d'Irlande, d'Écosse, de Hollande, de Suède. Ces Américains, nés de l'Europe, vont développer le long de la côte atlantique 13 colonies de la couronne britannique.
Et avec un flux constant d'immigrants venant d'Europe, leur population atteint quelques 3 millions d'habitants en 1776. Alors comment, à partir de ces données de base, se forment les États-Unis d'Amérique? 1776, c'est la date de déclaration d'indépendance qui s'ouvre avec la guerre entre Anglais et Américains. La paix est signée en 1783. Alors commence ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest. Une triple guerre contre les grands espaces naturels, les monarchies européennes et les nations indiennes. Les Indiens présents en Amérique sont divisés, il n'y a pas de pouvoir central, les tribus ont rarement formé de coalitions anti-blancs, et ces espaces des tribus indiennes vont se réduire à mesure de la progression des Américains. En moins d'un siècle, les États-Unis acquièrent par traité, par achat ou par la guerre toutes les terres permettant de former un territoire contigu, soit est-ouest de l'Atlantique au Pacifique et nord-sud des Grands Lacs au Rio Grande. 1783, 1867, la rapidité est stupéfiante, c'est cela sans doute que les Américains considèrent comme leur destinée manifeste. Alors pour arriver à ce résultat, 3 grandes acquisitions vont assurer la continuité territoriale du futur État. Au terme de la guerre d'indépendance, la première grande acquisition se fait lors du traité anglo-américain de Paris de 1783. C'est un territoire entre la chaîne des Appalaches et le Mississippi qui s'ajoute aux 13 États d'origine. Deuxième grande acquisition, un vaste territoire aux contours mal connus, mal cartographiés, appelé Louisiane, du nom du roi de France, Louis XIV. Les Américains l'acquièrent pour 15 millions de dollars de l'époque, car en 1803, la France de Napoléon se prépare encore à la guerre contre l'Angleterre et n'a plus les moyens de ses ambitions outre-Atlantique. Il était sans doute plus urgent pour Napoléon de renforcer les États-Unis en Amérique pour pouvoir affaiblir les Anglais en Europe. Alors cette acquisition est une avancée commerciale majeure pour le gouvernement américain, car elle débouche sur le delta du Mississippi et le port de la Nouvelle-Orléans, donc sur le golfe du Mexique. En 1819, les États-Unis obtiennent par le traité Adams-Onis la cession de la Floride espagnole, ce qui ouvre alors la totalité du golfe du Mexique au commerce américain. Maintenant plus à l'ouest. Entre les Rocheuses et la côte Pacifique, entre la côte de l'Alaska qui est russe et au sud, ce Mexique qui est nouvellement indépendant, se loge un territoire où se pratique le commerce des fourrures le long de la rivière Columbia. Au terme de longues négociations avec Londres, les États-Unis acquièrent près de la moitié du territoire de l'Oregon en 1846 par traité avec les Britanniques. Voilà, vous le voyez, l'océan Pacifique est atteint en 70 ans. L'état de rivalité est définitivement terminé entre Anglais et Américains, et il commence avec l'Amérique hispanique. Car au sud, justement, se trouve la République indépendante du Texas, fondée en 1835 au terme de la révolte des colons texans contre le dictateur mexicain Santa Anna. Cette République du Texas demande son rattachement à l'Union. Le président démocrate James Polk accepte d'annexer le Texas en 1845, ce qui provoque précisément la guerre entre les États-Unis et le Mexique. Les Américains sont vainqueurs en 1848. Polk peut, en position de force, négocier avec le gouvernement mexicain l'achat d'un énorme territoire. Le Mexique, indépendant depuis 1821, perd en 1848 40% de son territoire. Eh bien, pour les États-Unis, c'est cette troisième grande acquisition dont je vous parlais. Et enfin, en 1867, l'achat de l'Alaska à la Russie relève de l'opportunité d'une négociation avec Saint-Pétersbourg, très désireuse de vendre ce morceau de territoire. L'accord avec la Russie est conclu le 30 mars 1867 pour 7 millions de dollars de l'époque.